Des centaines d'enfants de djihadistes sortis des radars français. Le secrétaire d'État Laurent Nunez a avoué jeudi que la France était sans nouvelles d'une bonne partie des enfants qui ont évolué sur la zone irako-syrienne. Depuis la crise migratoire de 2015, plusieurs milliers de prétendus mineurs isolés étrangers ont investi les rues de Paris. Cambriolages, vols et violences rythment leur quotidien et l'appareil judiciaire peine à endiguer le phénomène. Alors que le nombre de CDD de moins de 3 mois explose, le gouvernement planche sur une réforme pour mettre un terme à cette pratique jugée trop coûteuse. Les entreprises et les demandeurs d'emploi pourraient bien être mis à contribution pour régler la crise de l'assurance chômage. Madame, Monsieur, bonsoir. La France a perdu la trace de centaines d'enfants de djihadistes alors qu'une fillette de 3 ans vient d'être rapatriée après la condamnation à perpétuité de sa mère djihadiste en Irak. Le secrétaire d'État Laurent Nunez a confié que plusieurs centaines d'enfants avaient disparu des radars français. Un aveu particulièrement inquiétant. La France est sans nouvelles de quelques 300 enfants de djihadistes. Alors que la question des revenants fait craindre une réimportation du terrorisme en France, les services de renseignement ont visiblement de nombreuses failles. Sur la zone Irak-Syrie, on estime les enfants nés de parents français à 500. Parmi ceux-ci, 350 auraient quitté la France avec leurs parents pour rejoindre l'État islamique. Les 150 restants seraient quant à eux nés sur place. Des chiffres qui ne sont évidemment que des estimations, comme l'a rappelé Laurent Nunez, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Une centaine d'enfants seraient déjà revenus en France. Pour les 400 autres toujours sur zone, la France semble tabler sur le fait qu'une bonne partie d'entre eux sera appréhendée avec les parents, avec la fin du conflit sur place et la libération des dernières zones rebelles. Parmi eux, certains ne devraient d'ailleurs jamais rentrer en France. Pourtant, nombreuses sont les familles à vouloir récupérer les enfants de djihadistes. Les laisser là-bas, c'est fabriquer du terrorisme. Les laisser là-bas, c'est entretenir ce discours qui consiste justement à exclure une partie des enfants de la République. C'est une monstruosité aujourd'hui, simplement, de se poser la question de savoir si on doit ou pas les rapatrier. Bien sûr que oui, nous devons les rapatrier. Au-delà de notre humanité, il en va d'abord de la responsabilité du président de la République. Si Amine Elabi a toujours maintenu un lien avec sa famille, ce n'est pas le cas de toutes les familles de djihadistes. D'ailleurs, la République elle-même a visiblement perdu la trace d'une bonne partie des enfants. Et si certains sont morts dans les conflits sur place, on peut aller jusqu'à imaginer que d'autres sont rentrés sans éveiller l'attention des autorités, avec ou sans leurs parents. Pourtant, il pourrait s'agir d'individus dangereux. De même, les enfants ont grandi dans la violence, exposés parfois à des meurtres ou à des actes de torture. Des profils suffisamment inquiétants pour ne pas les perdre dans la nature. En réalité, la France, qui s'est empêtrée tout au long du conflit syrien en jouant un jeu dangereux avec les milices dites rebelles, récolte aujourd'hui les fruits de sa diplomatie calamiteuse. En premier lieu, la fermeture des ambassades. En effet, une fois les relais coupés, les informations circulent en toute logique encore plus mal. Au final, les autorités françaises montrent une nouvelle fois leurs inconséquences, des inconséquences qui pourraient avoir des répercussions directes en perdant la trace de potentielles bombes humaines. Les mineurs isolés étrangers font la loi à Paris alors que leur prise en charge a divisé le gouvernement et les départements. Ces prétendus mineurs sont désormais au cœur d'un gigantesque réseau de voleurs et les forces de l'ordre ont bien du mal à y faire face. Thibaut Bastide. Les mineurs isolés étrangers, nouvelle terreur de la capitale. Depuis 2015, ils sont plusieurs milliers à avoir investi les rues de Paris. Livrés à eux-mêmes et bénéficiant d'une liberté la plus totale, ils déambulent en petites troupes et sèment le désordre sur leur passage. D'ailleurs, ils se sont rapidement fait une réputation dans le quartier de la Goutte d'Or où ils ont été surnommés les enfants des rues du 18e arrondissement. Une réputation auprès des habitants mais également des forces de l'ordre. En effet, se sachant à l'abri des sanctions les plus sévères de l'appareil judiciaire du fait de leur prétendue minorité. Ils multiplient les délits et autres agressions. Ainsi, en 2018, 5 989 mineurs isolés ont été arrêtés à Paris et en petite couronne pour cambriolage, vol à l'arraché ou agression. Si les arrestations sont nombreuses, ils ne sont qu'un peu plus d'1% à être écroués. Se déclarant mineurs, la majorité est placée dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, d'où ils s'enfuient en général immédiatement pour reprendre
leurs activités criminelles. Un phénomène qui a même tendance à s'accentuer puisque sur les 2 premiers mois de 2019, les forces de police ont procédé à 1428 interpellations avec 758 déferments. 18 écrous ont été prononcés, soit une augmentation de plus de 26% sur la même période. Les pratiques restent les mêmes, mais ces mineurs majoritairement marocains ou algériens, pour la plupart toxicomanes et violents, spécialisés dans les cambriolages et les agressions dans les transports, ont changé de stratégie. Ils ont élargi leur périmètre d'action pour investir la petite couronne parisienne. D'ailleurs, 88% de passages à l'acte ont désormais lieu en petite couronne. Dans les Yvelines, le tribunal évoque environ 3 cas par semaine depuis le mois de décembre. Pour enrayer le phénomène, l'appareil judiciaire tente d'établir leur âge, tous déclarant qu'ils ont 16 ans. Ainsi, des radiographies des os et des dents sont réalisées pour juger les majeurs en comparution immédiate. De plus, le consulat général du Maroc à Paris contribue ainsi depuis plusieurs mois à identifier des jeunes interpellés dans la capitale. Ce partenariat a permis, à partir de l'exploitation de dossiers du début d'année 2018 et notamment grâce aux empreintes transmises au consulat, d'établir que 95 jeunes marocains interpellés étaient en fait majeurs, mais seulement 15 d'entre eux ont été reconduits au Maroc. Pas toujours mineurs donc, et pas toujours isolés non plus. En effet, l'hypothèse d'un réseau et d'une filière organisée et spécialisée dans le vol tient la corde, venant pour la plupart de Rabat, de Casablanca et de Tanger. Ils passent par l'Espagne, parfois même conduits par leur famille, et le produit de leur vol repart presque systématiquement dans leur pays d'origine, dans le cadre d'une filière de vol organisée. Un réseau mafieux extrêmement bien organisé, le tout aux frais du contribuable. L'accueil de ces délinquants clandestins, appelés mineurs isolés étrangers, coûte plus d'1 milliard d'euros par an. Les contrats courts au cœur de la réforme de l'assurance chômage. D'après l'INSEE, 1,2 million de Français ont occupé un contrat de moins de 3 mois en 2017. Un phénomène auquel le gouvernement aimerait mettre un terme. Thibaut Bastide. Extra, saisonnier, CDDU ou encore CDD de moins de 3 mois. De nombreux Français connaissent ces contrats par cœur. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, ils étaient 1,2 million en 2017 à occuper un emploi en contrat court, qu'il soit en mission d'intérim ou sur un contrat à durée déterminée de moins d'un trimestre. Ces salariés précaires représentent 4,5% des personnes occupant un emploi à un instant donné, alors que la part n'était que de 1% en 1982, même si la très large majorité des salariés profitent encore d'un contrat à durée indéterminée, 88% hors intérim selon l'INSEE, la part des embauches en CDD, toute durée confondue, a nettement augmenté en 25 ans. De 76% en 1993, elle est passée à 87% en 2017, dont la moitié ont duré moins de 5 jours et 30% ne duraient qu'une journée. La tendance est donc claire, moins de CDI, plus de CDD parmi lesquels les contrats de très courte durée ont explosé. Un phénomène qui traduit également une volonté de rotation de la main-d'œuvre chez les employeurs. Mais la manœuvre s'accompagne d'une facture particulièrement salée pour l'assurance chômage. En effet, les indemnisations liées à la précarité de ces contrats coûteraient entre 3 et 8 milliards d'euros par an, selon qu'on prend en compte les CDD de moins d'un mois ou l'ensemble des contrats courts. Pour faire baisser la note, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Travail, a un plan, mettre en place un système de bonus-malus pour pénaliser les entreprises de plus de 11 salariés trop gourmandes en CDD. Un serpent de mer qui vise à attribuer un taux plus élevé aux entreprises qui auront un taux de rotation élevé. En somme, celles qui enverront le plus de gens à l'assurance chômage paieront davantage de cotisations. Une hypothèse qui ne plaît pas au MEDEF. Aux yeux de beaucoup d'employeurs et de leurs représentants, la responsabilité incomberait davantage aux demandeurs d'emploi et aux règles de l'assurance chômage qui favorisent ces allers-retours. En effet, des chômeurs cumulent allocations et revenus issus d'un contrat de très courte durée et gagnent par conséquent mieux leur vie au chômage. Des règles d'indemnisation également dans le viseur de la Cour des comptes. Selon les sages de la rue Cambon, ces dispositifs visent à garantir que les allocataires aient intérêt, quelle que soit leur situation, à reprendre un emploi ou à augmenter leur volume d'activité. Alors que les négociations entre les partenaires sociaux au sujet de la réforme de l'assurance chômage ont échoué, le gouvernement se retrouve donc seul maître. Une situation d'autant plus confortable pour l'exécutif dont la mission est de trouver la formule qui équilibrera les intérêts des salariés et des entreprises, à moins que le gouvernement ne lèse les deux afin de rentrer dans ses objectifs de près de 4 milliards d'euros d'économie.
Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Jadin. 4 ans de plus pour Jawad Bendaoud. Ce vendredi, le logeur des terroristes du 13 novembre 2015 a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 4 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. Cette nouvelle peine s'ajoute à celle d'1 an prononcée mercredi pour menace de mort. Jawad Bendaoud avait été relaxé en février 2018, mais en appel en décembre, le parquet général avait requis 5 ans de prison contre lui. Éric Drouet passe à la caisse ce vendredi. L'un des principaux porte-parole des Gilets jaunes a été condamné à 2 000 € d'amende, dont 500 avec sursis, pour avoir organisé des manifestations non déclarées. Lors de son procès, Éric Drouet avait nié être à l'origine de toute organisation de manifestation se déclarant être un simple relais d'information. Son avocat a dénoncé une arrestation et une condamnation arbitraire pour des motifs politiques. Il devrait également faire appel de la décision. C'est une amende de 2 000 € avec 500 € avec sursis. C'est une décision qui est sans commune mesure, qui est très légère en réalité. Mais évidemment, je le dis, avec Éric Drouet, on est très clair, c'est vraiment une question de principe, avec des choses dont il sait qu'il se joue au-delà de sa personne. Évidemment, cette décision, nous la contesterons et il y aura un autre débat devant la Cour d'appel. Éric Drouet doit à nouveau être jugé le 5 juin prochain pour port d'armes prohibé. Liquidation judiciaire pour Arjo Wiggins. Ce vendredi, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu sa décision concernant l'avenir des 3 papeteries. Malgré un délai de quelques jours pour laisser le temps à une offre de dernière minute d'être finalisée, aucune solution pérenne n'a été trouvée pour les papeteries de Bessay-sur-Bray et du Bourret dans la Sarthe. Le seul candidat à la reprise, un groupe suédois, avait finalement jeté l'éponge. L'État et les collectivités territoriales étaient pourtant prêts à mettre 20 millions d'euros sur la table. Mais à cause de la réglementation européenne, il fallait que la même somme provienne de fonds privés. En tout, 800 salariés sont menacés. La prison de Poissy tombe en lambeaux. Jeudi, un pan entier du mur d'enceinte de l'établissement carcéral des Yvelines s'est effondré. L'effondrement n'a fait aucun blessé et aucun détenu n'a pris la fuite. La sécurité autour de la prison a été renforcée alors que l'éboulement s'est produit près du chemin de ronde. La vétusté de l'établissement est telle que la centrale est sous avis défavorable de la commission départementale de sécurité depuis le 17 octobre 2014. La maison centrale de Poissy accueille actuellement 223 personnes, uniquement des hommes majeurs condamnés à de longues peines ou à perpétuité. Motion de défiance contre Laurent Geoffrin. Réunis en assemblée générale jeudi, les salariés du journal Libération ont décidé de mettre au vote lundi une motion de défiance à l'encontre du directeur de la rédaction. Ils réclament certaines concessions de la part de l'actionnaire Patrick Drahi, notamment d'avoir un ou des représentants administrateurs salariés dans la société Libération et ses holdings. L'équipe estime que la confiance est profondément abîmée avec Laurent Geoffrin après l'affaire du forum organisé par le journal au Gabon en 2015, sur lequel le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire liée à des mouvements de fonds suspects. L'autre dirigeant mis en cause dans cette affaire, quand il était directeur opérationnel de Libération, Pierre Freudenreich, a d'ores et déjà démissionné de son poste de directeur général de BFM Business et a annoncé son départ du groupe Altis. Juan Guaidó sur la touche. Jeudi, le président autoproclamé du Venezuela et opposant à Nicolás Maduro a été déclaré inéligible pour 15 ans par le contrôleur général de la République, Elvis Amoroso. Selon ce dernier, jugé proche du pouvoir en place, l'opposant n'a pas justifié dans ses déclarations de patrimoine certaines dépenses réalisées au Venezuela et à l'étranger avec des fonds provenant de l'étranger. Alors que le pays est paralysé par une panne d'électricité massive depuis lundi, cette annonce a fait grimper l'attention d'un cran. Juan Guaidó a rejeté cette sanction, estimant qu'Elvis Amoroso n'était pas un contrôleur et qu'il n'existait pas de sanction d'inéligibilité. Une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, reconnaissent Juan Guaidó comme président par intérim.
Et un petit rappel pour occuper votre fin de semaine en musique. Samedi, l'association Chrétien d'Orient vous convie à un concert de musique sacrée à 16h30 en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois dans le 1er arrondissement de Paris. Au programme, Bach, Gounod, Handel ou encore Rossini. L'événement caritatif sera donné en faveur de la construction d'une école pour les enfants des chiffonniers du Caire en Égypte. L'entrée sera libre, des corbeilles seront mises à disposition pour aider l'association à financer l'édifice scolaire. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque fin de semaine, nous vous conseillons la lecture du quotidien Présent. À la une, un reportage à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, avec Génération Identitaire. Et puis ce soir, retrouvez un nouveau numéro de Tête à Clash que je présente exceptionnellement en l'absence de Franck Tanguy. Je reçois le député Joachim Sonneforget, le candidat à la mairie de Paris Serge Federbusch, le gilet jaune candidat aux européennes avec Debout la France Benjamin Cauchy et l'avocat Régis de Castelnau. Au programme des débats, qui est vraiment Emmanuel Macron ? Faut-il instaurer le référendum révocatoire et peut-on changer l'Europe de l'intérieur ? Tous les gens qui s'étaient gavés dans le démantèlement au profit des Américains de la société, de ce fleuron industriel français, et on les retrouvait parmi les principaux donateurs de M. Macron, et il s'interroge sur l'existence ou non d'une corruption. Je peux vous dire que ça fonctionne pas comme ça et que les gens riches, ils vous lâchent pas 7 500 € comme ça, au doigt et à l'œil. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi toutes ces n'ont pas été réintégrées à ces comptes de campagne? Mais bien sûr qu'ils sont. Moi, je sais ce que j'ai fait. Moi, je sais ce que j'ai fait dans le cadre de. Moi, je sais ce que j'ai fait dans le cadre du financement. On était extrêmement vigilants de respecter au doigt et à l'œil la législation. Mais je vous dis ce que j'ai fait. Alors, on n'attend pas des textes révolutionnaires. On attend de la politique de bon sens. Et c'est pour ça que le référendum d'initiative citoyenne est arrivé sur la table. Parce que d'un côté, on se rend compte qu'il y a de la masturbation intellectuelle de la part de beaucoup de députés. Il y en a d'autres qui font uniquement ce qu'on leur demande de faire. Et puis il y a des grands sujets, et là je suis d'accord avec vous Serge, sur la question migratoire. C'est un sujet qui devrait avoir l'écho d'un référendum. S'il y avait un référendum populaire sur cette question, il vous clouerait le bec. Et puis samedi, découvrez également un nouveau numéro du Samedi Politique. Éric Zemmour était l'invité d'un colloque consacré à l'immigration en Hongrie où Viktor Orban a exhorté les pays d'Europe occidentale à rejoindre les pays du V4. Le journaliste et polémiste français a accordé un entretien exclusif à nos confrères du Visegrad Post. Nous devrions nous allier aujourd'hui à ce bloc-là, nous les Français, pour garder une certaine conception de l'Europe, de l'identité européenne, qui est avant tout chrétienne et gréco-romaine. Si l'Europe n'est plus le continent de l'homme blanc chrétien et gréco-romain, même s'il peut y avoir des minorités, mais il faut qu'elles restent des minorités, si ce n'est plus ce continent-là, ce n'est plus l'Europe. Et puis dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un nouveau Terre de Mission consacré à la rencontre de Monseigneur Schneider avec le pape. Et puis tout de suite, retrouvez la France de Campagnol de Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Je vous ai parlé du maire fou de Saint-Barnabé qui avait une BMW qu'il a revendue pour une Clio pour faire plus gilet jaune avant de s'engager tête baissée dans les histoires de grands débats et de plastronner à côté des autres élus à Souillac. Eh ben, il vient de racheter une Alfa Romeo. Alors, à lui seul, ce détail témoigne de la mobilisation générale qu'a essayé d'organiser le pouvoir pour faire croire que la France entière adhérait à l'idée présidentielle de bavarder à 21h30 sur des sujets imposés, alors qu'en fait, les informations qui remontent du terrain, comme on dit, ne sont pas très bonnes. Et le terrain, c'est qui? Eh ben, c'est Campagnol, par exemple. Et là, je vous le donne en mille, on pouvait pas tomber mieux. Notre ami Gustave, le bouquiniste, a été démarché par téléphone par Harris Interactive pour aller participer à un débat citoyen à Rodez ou à Toulouse, je sais pas.
Ça paraît bizarre, vous allez douter de ce que je vous dis, vous allez penser que c'est un coup monté pour alimenter cette chronique, mais pas du tout. Et pourquoi lui? Parce qu'il est tout le temps sur Internet, notamment sur eBay pour son métier, ce qui témoigne qu'il y a des ponts entre les sites où vous laissez vos coordonnées et Harris Interactive. Vous allez me dire, c'est de bonne guerre, mais à la fin, vous verrez que non. En tout cas, on peut dire qu'il les a fait marcher, les gens de Harris Interactive, le temps de leur arracher des infos sur leur propre fonctionnement. Le type qu'il a eu au bout du fil, assez jeune, avec un accent du Sud-Ouest, a précisé que le tapis rouge, littéralement, était déroulé. Défraiement kilométrique, nuit d'hôtel aux campaniles locales. Gustave m'a dit, c'est tout juste s'il ne me proposait pas une enveloppe de billets pour que j'aille faire semblant de débattre, histoire de faire croire que le débat citoyen était un grand succès. En fait, d'après mes informations, m'a-t-il dit, ça marche pas du tout. Il comptait sur 100 personnes et là, il n'en a même pas 50. Mais surtout, je me suis renseigné partout et j'ai trouvé ce que ça coûte à la nation. 15 millions d'euros, pris directement sur le budget de l'État, pour rhabiller une campagne électorale à la gloire de Macron, en prétendant qu'il s'agit d'une consultation. Ce qui veut dire que c'est toi, me dit-il, qui paye. Par exemple, si demain Harris Interactive te sort une étude selon laquelle les gens sont ravis de voir des mitraillettes dans les rues contre les gilets jaunes, non seulement l'étude sera quand même assez douteuse, on peut même dire qu'elle sera téléphonée vu leur méthode, mais en plus c'est toi qui l'auras payé par prélèvement fiscal direct pour maintenir la popularité de ton président. À ce propos, m'a-t-il dit, tu sais comment je suis, j'ai fouillé un peu pour voir à qui appartenait Harris Interactive. Parce qu'ils sont un peu gérés comme la CIA. Tu peux pas avoir d'infos sur leurs chiffres, tout le monde se défile, les agents enquêteurs ont des feuilles de route à suivre à la lettre, on intimide la presse pour qu'elle ne cherche pas, on menace les journalistes pour qu'ils ne filment pas. Et tu sais qui est la maison mère? Je suppose, je lui ai dit qu'elle n'est pas russe. Non, non, c'est une compagnie américaine, évidemment, qui appartient au groupe ITWP, qui interroge sans arrêt la population pour lui faire dire ceci et cela. Et parmi les participants au consortium, là, on trouve Nestlé, L'Oréal, etc. Parce que désormais, la politique, c'est visiblement un marché. On paye des panels et celui qui refuse d'être payé, défrayé, logé pour aller donner son opinion, alors qu'à soi seul, le refus est une opinion, eh bien celui-là ne sera jamais représenté ni dans les panels, ni dans l'image de la France, ni dans la politique française, évidemment. Et tu le retrouves sur les ronds-points, ce type, et éventuellement la police débarque chez lui. Et c'est là que m'est revenu un incident. Je vous ai dit, moi, que j'avais visité l'appartement d'un vieux monsieur mort récemment, et pendant la dernière année, il avait un peu perdu la tête, mais alors que j'avais signalé son numéro à Blocktel pour qu'on ne l'embête pas, il recevait sans arrêt des appels marketing qui l'obligeaient à se lever pour aller chercher le téléphone à 89 ans. Donc, premièrement, Blocktel n'a jamais fait son travail, alors que c'est une agence payée par le Premier ministre. Mais en plus, il m'envoie là, il y a 3 semaines, un courrier disant que je n'ai pas renouvelé l'abonnement de protection contre les appels indésirables, alors qu'on n'a jamais cessé d'en recevoir. Mais surtout, une fille, il y a 8 mois, appelle pour demander, je ne sais quoi, sur la politique ou le nombre des fenêtres, au vieux monsieur. Je ne dis pas qu'elle était mandatée par Harris Interactive, mais par un institut du même genre. Et là, mon vieux monsieur, qui était vraiment en plein délire sénile, lui répond « Espèce de salope, parce que je te demande, moi, si tu portes une culotte ?» Et il raccroche. Et la fille, là, le rappelle pour le menacer d'une procédure devant le tribunal. J'ai quand même fini par intervenir en lui donnant son âge, mais résumons quand même ce scandale. Un type de 89 ans, soi-disant protégé par Blocktel, se fait appeler par une fille sans doute basée à Rabat ou à Tunis, qui veut savoir pour qui il va voter ou s'il a des fenêtres en alu. Il lui répond par une grossièreté, et c'est lui qu'on menace d'une procédure pour propos sexistes, mais cherchez l'erreur. Je me souviens très bien qu'il s'est fait du souci après pendant plusieurs jours, et qu'il m'a dit, de toute façon, heureusement, bientôt je serai mort, ils pourront toujours venir me chercher au cimetière. Ben c'est fait, il est mort. Mais il reste des gens comme moi, comme nous, pour réclamer qu'on remonte un jour impitoyablement vers les officines qui font et qui défont l'opinion par ces méthodes, ce trucage, ce harcèlement, cette intimidation permanente. En somme, il s'agit de monter une résistance contre laquelle les pistolets mitrailleurs à tous les carrefours ne pourront jamais rien. Vous pariez? Abonnez-vous. Merci.